ESJ. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et Air Show. Ce soir, c'est l'ancien candidat à la présidentielle de 2017, François Asselineau, qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'actuel président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et avec vous et Lucas Pierre, nous reviendrons sur l'actualité politique de la semaine écoulée et en tête d'affiche sur le bilan de la première année écoulée du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans quelques instants, nous reviendrons également sur les différentes manifestations qui ont animé le pays ces dernières semaines. Yanis Darras a également quelques questions à vous poser, François Asselineau, sur la réunion entre les syndicats et le Premier ministre Édouard Philippe à propos de la réforme de la SNCF. Et en fin d'émission, avant l'agenda politique d'Hugo Franceschi, nous reviendrons sur votre mouvement politique, l'UPR, ainsi que sur l'une de ses mesures phares. Le mot avait animé de nombreux débats lors de l'élection présidentielle l'année dernière. Ce mot, c'est le Frexit. Et c'est avec Garance Amespil que nous reviendrons dessus. Vous qui nous écoutez, vous pouvez réagir tout au long de cette émission et poser vos questions à François Asselineau. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Fréquence ESJ et sur Twitter avec les hashtags Fréquence ESJ et les hashtags Airshow. 20h l'invité avec François Asselineau. C'est en direct jusqu'à 21h et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Alors François Asselineau, avant justement de vous entendre avec Lucas Pierre, on a une petite tradition ici, c'est votre portrait, mais c'est pas un portrait classique puisque c'est Camille Garcette qui le dresse, ce portrait. Bonsoir Camille. Bonsoir Antoine. François Asselineau. Alors comme l'a dit Antoine, je fais un portrait de manière originale, je le fais en rappant. Donc je vous explique un petit peu le concept. J'ai réuni des éléments de votre vie qui m'ont marqué, des éléments qui m'ont inspiré, et je l'ai résumé dans votre portrait. Donc je vais les rapper en même temps quand Lucas Pierre va lancer l'instrumental, et on va en parler juste après. Ça vous va ? Ok, c'est parti. Oui, François Asselineau, c'est sur Fréquence ESJ. Lumière micro, journaliste, je vois que ça vous réjouit. L'exercice est simple, donc écoutez patiemment. Revenons sur votre parcours, un peu plus sérieusement. Score au présidentiel, 0,92%. But c'est de gagner, pas dédicace et son département. J'ai cru voir que vous parliez couramment le japonais. Pourtant pendant les débats, c'est du chinois que j'entendais. Des idées floues, ou c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Mais faudrait m'expliquer ce que vous avez contre la CIA. Vous dites être opposé à ce vieux Front National. Permettez-moi d'en douter, et je pense que c'est normal. Mais quelques de vos idées m'ont l'air assez similaires, comme sortir de l'euro et vos conspirations pas claires. Ne vous fatiguez plus, façon rien ne m'échappe. Je suis sûr qu'avec Marine vous avez une convo WhatsApp. J'en place une pour vos fans qui vont me tomber dessus. Moi les gens pro-armes, je vous écoute pas, ne soyez pas déçus. J'en reviens à vous, le pro de la Constitution. Si je vous demande l'article 50, vous me sortez sa définition. Évincé par Sarko, vous dites vous êtes sacrifié, mais en vrai c'est juste de poste que vous avez changé. HEC, l'ENA, etc. On connaît la musique en politique, il n'y a que ça. Pourtant faut le reconnaître, car malgré votre CV, que des postes secondaires que vous avez occupés, différents ministères, et c'est toujours la même affaire. Je me demande si c'est l'échec qui vous fait créer l'UPR. La volonté de se séparer est quand même présente. Se détacher du FN est une idée bien plaisante. Ni droite ni gauche, c'est donc ça votre objectif. Un renouveau politique qui se veut persuasif. Sur internet sont présents tous vos militants. On espère que nos serveurs ne vont pas se casser les dents. Défenseurs des journalistes et politiques de niveau, mesdames et messieurs, François Asselineau. Camille Garcette qui dresse donc votre portrait, François Asselineau. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On vous sent en même temps, Camille Garcette, vous avez mitigé. Vous avez oui, je me sens mitigé. Je suis mitigé. Ça marche. Je suis mitigé parce que il y a un certain talent dans la présentation, dans le rap. Ça c'est incontestable. Mais disons, ça reprend des thématiques qui sont inexacts, qu'on m'a envoyé dans les gencives pendant la campagne présidentielle, me ramener toujours le Front National. Non, le Front National n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Mais c'est quand même l'élément qui vous rattache. Oui, mais non. Mais je suis obligé de l'évoquer quand je parle de votre mais encore une fois, d'ailleurs, Madame Le Pen maintenant a fait litière de cette affaire, puisqu'elle a été là elle-même, elle l'a précisé, elle n'a jamais proposé, elle ne veut pas proposer de sortir de l'euro. D'ailleurs,
il n'y a pas que le Front National, parce que assez souvent maintenant, vous savez que notre mouvement politique se situe en effet au-dessus du clivage droite-gauche, et nous avons beaucoup de nouveaux adhérents qui viennent plutôt de la gauche, et donc notamment des personnes qui étaient auparavant à la France Insoumise. Et on a aussi des problèmes avec les gens de la France Insoumise, parce qu'il y a des gens qui disent qu'en fait, le plan A de monsieur Mélenchon et le plan B, le plan B, ça serait la sortie de l'Union européenne. Non. Donc, on a, si vous voulez, on peut en parler. On y reviendra. Le Front National et la France Insoumise, ni l'un ni l'autre, ni d'ailleurs des élèves de monsieur Dupont-Aignan. Je pense que vous allez en parler plus tard avec Antoine. Exactement, Camille. Merci François Asselineau. Merci Camille Garcette. Fréquence ESJ. Comme chaque semaine, la rédaction a choisi un mot de la semaine. Et avant de vous le donner, François Asselineau, est-ce que vous avez un mot de la semaine? Un mot qui résume la semaine politique écoulée ou à venir, par exemple? Un mot qui vous vient comme ça? La semaine écoulée, c'est-à-dire, on englobe dedans le 1er mai, je pense. Oui, on peut l'englober. Moi, je dirais provocation. C'est la provocation de monsieur Macron qui, alors qu'on était le 1er mai, c'est très symbolique, hein. Pour quelqu'un qui aime manier les symboles, rappelez-vous comment il a pris ses fonctions, là, en jouant tout en Camon devant la pyramide du Louvre et tout. Là, le jour du 1er mai, il est très exactement aux antipodes, hein, en Australie c'est les antipodes, et il balance devant le magazine Forbes, qui est un magazine américain qui s'adresse aux très grandes fortunes, le fait qu'il a décidé de supprimer l'exit tax, qui était une petite taxe qui avait été créée sous Sarkozy, pour tenter de freiner le fait que des personnes les plus fortunées de France vont s'installer à l'étranger. Donc je trouve que en termes de chronologie des événements, soit c'est de l'inconscience absolue, soit je pense que c'est beaucoup plus de la provocation. Il le fait exprès de narguer en fait la population. Pour vous, il le fait exprès. Oui. D'accord. Enfin, j'espère. Sinon, alors il est. C'est encore pire. Alors nous, le mot de la semaine de la rédaction, finalement, est assez similaire, puisque nous, on était sur le mot respect. On est à l'international également, mais de l'autre côté, puisqu'on est aux États-Unis, avec Donald Trump et avec ses propos sur les attentats du 13 novembre 2015. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai vu qu'il avait, dans le cadre de l'affaire de la National, enfin pour le maintien du port d'armes aux États-Unis, il a évoqué le fait que s'il y avait eu un port d'armes en France, peut-être que les attentats auraient fait moins de victimes. C'est vraiment de la polémique de bas étage. Alors, plus que sur le fond, parce que c'est pas forcément le fond qui a été décrié sur justement la défense du second amendement de la Constitution américaine, pardon. C'est plus les mimes qu'il a pu exécuter pendant ce débat où il mimait justement un terroriste devant des. Non mais si voulez-vous me dire que Donald Trump est un homme un peu fantasque, ça je suis tout à fait d'accord. Il ne se comporte pas comme un chef d'État. Il n'est pas comme un chef d'État. Mais vous savez, le monde occidental de façon générale ne se comporte plus vraiment tout à fait comme il faut. Quand vous voyez, moi ce qui m'a beaucoup plus choqué que ça, c'est lorsqu'il a reçu Macron et qu'il lui a épousseté le veston parce qu'il y avait des pellicules qui étaient tombées sur son veston. Et non seulement ça, mais c'était accompagné de tout un discours du style, oui, il est presque parfait, regardez, attendez, on va l'épouster. Donc on avait l'impression d'un caniche dans un salon de toilettage canin, et puis il était là, on le présentait, le petit bichon, voilà, et puis voilà madame, regardez comme il est beau. Voilà. Ça veut dire quoi? C'était, alors outre la gestuelle complètement déplacée vis-à-vis d'un chef d'État étranger, ça veut dire que Donald Trump se sent en mesure de faire ça. Jamais Donald Trump, je peux vous l'assurer, va se permettre d'épouster les pellicules qui sont éventuellement tombées sur le plastron du président chinois Xi Jinping ou du président Vladimir Poutine. On est encore une fois dans de la provocation. Oui, mais là, c'est aussi de la soumission de la part de monsieur Macron, c'est-à-dire que l'empereur d'Occident a décidé de montrer quels étaient les vassaux qu'il avait, et là, il a présenté un vassal. Vous savez, voilà, regardez, c'est l'homme que j'ai créé. Il y a une arrogance latente. Il y a une espèce de triomphe latent derrière tout ça. Dans le rapport de force entre les États-Unis notamment. Vous imaginez Kennedy, quand Kennedy était venu en 1962 en France, avec Charles de Gaulle, il était là avec son petit feutre, vous savez, son chapeau, il était là, on le voit comme ça. Eisenhower, en 1960, va voir. Malheureusement, François, on me fait signe qu'on a quoi devoir enchaîner. Eisenhower devant de Gaulle, c'était quand même président des États-Unis, c'était courbé en deux devant de Gaulle. On en est loin. Effectivement une autre époque. Merci François Asselineau. Fréquence ESJ.
Et on entame maintenant notre première partie d'interview de la soirée et on continue avec Donald Trump car c'est aujourd'hui, Lucas Pierre, que le président des États-Unis devrait dire si son pays dénonce ou pas le texte de 2015 sur le nucléaire iranien, un texte qu'il dénonce comme étant l'un des pires que cette nation ait créé. Eh oui, bonsoir Antoine Lermite, bonsoir François Asselineau. Trump devrait dire oui ou non sur le nucléaire iranien ? Écoutez, j'en sais rien, mais a priori, d'après toutes les sources d'informations disponibles, il semble qu'il va dire qu'il sort de l'accord iranien, mais j'imagine, enfin, je n'en sais rien, la nouvelle n'est pas encore tombée, mais je suppose qu'il va dire que les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire iranien, mais qu'il va prendre des mesures un peu molles, c'est-à-dire il va peut-être pas réintroduire des sanctions immédiatement, il va faire un truc, à mon avis, peut-être un peu chèvre-chou. Macron parle de guerre en cas de retrait des États-Unis de cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, ce que je pense, c'est qu'il n'est pas admissible que la paix du monde, au XXIe siècle, dépende des desiderata, des foucades d'un seul homme. Ça ne va pas. Fut-il président des États-Unis. Il y a normalement, dans ce bas monde, une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, qui est là qui est chargée de régler les différends entre les États. Et tout le problème vient de ce que la plupart des États se conforment à l'ONU, sauf que notamment au Conseil de sécurité, il y en a qui respectent pas le droit international. Pendant longtemps, c'était l'Union soviétique qui piétinait le droit international le plus. Maintenant, c'est malheureusement les États-Unis d'Amérique et puis leurs vassaux. Ça veut dire, pour vous concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on peut effectivement entrer dans une guerre si les États-Unis se retirent de cet accord? Écoutez, on n'en est pas non plus tout à fait là. Ce que je vois, c'est que les pays occidentaux, à part les États-Unis, sont vent debout contre cette probable décision de Donald Trump. Enfin, il est capable aussi, au dernier moment, peut-être de faire volte-face, j'en sais rien. Et donc, il est possible... Je pense que la diplomatie des pays européens, notamment, va consister, si Donald Trump décide de sortir, à deux choses. D'une part, à essayer d'obtenir que les États-Unis, leur sortie se limite un peu à ça et qu'ils ne prennent pas des sanctions dures contre l'Iran. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont essayer de faire en sorte que l'Iran reste dans l'accord malgré le départ des États-Unis. Ça, c'est la deuxième chose. Mais il est sûr que si cette décision a lieu, elle va fragiliser le président iranien Rouhani, qui était un petit peu le modernisateur de l'Iran et qui avait beaucoup misé sur cette levée des sanctions pour redynamiser l'économie iranienne. Cette décision, justement, elle vient d'avoir lieu. C'est ce qu'on a vu. Les États-Unis sortent de cet accord, justement. Voilà. C'est ce qui était prévu. Ça vient de tomber, alors. D'accord. Oui. Une dernière question, Lucas Pierre, très rapidement. On revient sur simplement le port d'armes dont on parlait tout à l'heure, qu'évoquait donc Donald Trump vis-à-vis des attentats du Bataclan. Est-ce que vous seriez pour un port d'armes en France? Est-ce que vous pensez, comme Donald Trump, que ça aurait aidé les gens au Bataclan? Non, pas du tout. Non, du tout. Donc vous seriez totalement contre un port d'armes aujourd'hui en France? Oui, tout à fait. Je pense que la loi en France est très bien comme elle est. Un pays civilisé, on ne fait pas justice soi-même, hein. Ni à l'intérieur, ni à l'international. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de se faire justice soi-même. Merci François Asselineau. Le mot est très clair. Merci François Asselineau. Merci Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, c'est de nouveau aux questions de Lucas Pierre que vous répondrez, François Asselineau, puisqu'on parlera de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais juste avant ça, on s'écoute 2002 d'Anne-Marie. Fréquence ESJ. De retour dans 20h, l'invité en direct jusqu'à 21h avec François Asselineau et le retour de Lucas Pierre dans le studio, puisque 43% de bonnes opinions pour la première année de mandat d'Emmanuel Macron, c'est selon un sondage BVA pour RTL. C'est plus que ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, malgré les mouvements sociaux actuels. Lucas Pierre, vous avez justement quelques questions à poser à François Asselineau à ce sujet. Exactement. Donc François Asselineau, une phrase pour décrire l'année passée avec Emmanuel Macron à la présidence. Quelle serait-elle ? Je l'ai dit hier à RT, je vais le redire. Donc c'est, à mon avis, on peut qualifier ça d'une phrase un petit peu sévère. Paillasson et provocation sont les deux politiques de Macron. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Paillasson, ça veut dire que Macron est un paillasson face aux puissants du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont il a été traité par le président des États-Unis, qui l'a tiré, vous savez, comme ça, vous l'avez vu sur le parvis de la Maison-Blanche. Bon, donc c'est une allégorie. Il n'a rien à refuser, semble-t-il, à l'oligarchie euro-atlantiste. Vous voulez dire qu'il ne fait que suivre? Oui, regardez, d'abord il applique
les directives fixées par la Commission européenne dans le cadre du rapport des grandes orientations des politiques économiques, c'est pas moi, on va quand même pas me reprocher de ne pas avoir prévenu les Français. J'ai été le seul des 11 candidats l'année dernière à avoir dit voilà ce qui se passe, si on reste dans l'Union européenne, quel que soit le président de la République qui sera élu, il sera obligé d'appliquer ceci et ceci et cela. J'avais même déchiré sur France 2 le rapport des Gopé. L'expérience montre que tout, la privatisation de la SNCF, la diminution des retraites, la diminution la modification de l'impôt de solidarité sur la fortune, etc. Tous ces cadeaux aux très riches, comme dirait François Hollande, en fait, ça s'inscrit dans la même politique que celle, justement, de François Hollande avant lui, de Nicolas Sarkozy avant lui. Vous êtes absolument pas content contre Emmanuel Macron, vous êtes absolument pas content de la politique qu'il a menée depuis non, bien entendu. Début de mandat. Parce que, non seulement je n'en suis pas content, mais j'explique simplement aux Français que cette politique, c'est là ce qui nous distingue, par exemple, de Mélenchon, parce que Mélenchon, il dit on va faire la fête à Macron, puis avant, il disait on va faire la fête à Hollande, puis avant c'était faites la fête à Sarkozy. Moi, ce que je voudrais, c'est que la France insoumise, elle arrête d'être soumise à l'Union européenne. Donc, il faut faire, c'est pas à Macron, à Hollande et à des lampistes qu'il faut faire la fête. Il faut faire la fête à l'Union européenne. Ça va d'ailleurs être le cas demain, le 9 mai, et on va d'ailleurs distribuer dans toute la France une petite brochure sur justement ce que nous pensons de l'Union européenne. Vous dites qu'il ne faut pas faire la fête à Macron, pourtant vous demandez quand même la destitution du président Macron selon l'article 68 que vous citez, donc c'est-à-dire. La Constitution, oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est un article qui prévoit, avant il était question de haute trahison. Cette incrimination a été retirée de la Constitution pour préférer une autre formulation. C'est lorsque le président de la République agit de façon manifestement incompatible avec son mandat. J'estime que sur l'affaire du bombardement de la Syrie, motivé par de prétendues attaques chimiques. Donc là vous visez vraiment le bombardement en Syrie. Oui, parce que c'est extrêmement grave. Il a violé le droit international. Bafoué le droit de l'ONU. Il a bombardé un pays souverain sur la foi de preuves dont on attend toujours qu'on nous les présente, sans aucune preuve. On n'a même pas d'ailleurs la liste des prétendues 40 personnes décédées, parce que normalement une personne décédée, ça laisse des traces. Et il a en plus de ça fait ça sans consulter le Parlement français, en excipant une modification qui a eu lieu dans la Constitution, puisque l'article 38 de la Constitution du temps de Gaulle disait que la déclaration de guerre est votée par le Parlement. Malheureusement, il a été ajouté des paragraphes supplémentaires en disant, en cas d'intervention militaire à l'étranger, le président de la République doit en informer le Parlement dans les 3 jours. Sauf que, qu'est-ce que c'est qu'une intervention militaire à l'étranger ? J'allais vous demander comment vous trouviez la politique internationale d'Emmanuel Macron, qui est assez valorisée de manière générale. Non, elle est valorisée par les médias français. Dans le monde entier, les gens se tapent sur des cuisses de rire. Hein. Vous croyez que les Australiens, lorsqu'il a dit que la femme du Premier ministre australien était délicieuse, ça veut dire elle est bonne votre femme, toute l'Australie a ricané. Aux États-Unis, les États-Unis en sont encore pas revenus, ils en sont écroulés de rire. D'ailleurs, vous avez vu que Donald Trump, il a viré le chêne qu'avait planté Macron, il avait à peine le dos tourné. Au Burkina Faso, monsieur Macron a humilié le président Roch Kaboré en disant tiens, il est allé réparer la climatisation, il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a un mépris vis-à-vis d'Emmanuel Macron par rapport à ces... Monsieur Macron, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé mon propos. Paillasson et provocation. Provocation parce que monsieur Macron, il est faible avec les puissants et il est intransigeant et il est, inexorable avec les faibles. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment le contraire même de ce que doit être un chef d'État. Un chef d'État doit défendre le peuple contre les puissants. C'est ça un bon chef d'État en France. Lui, c'est le type même du mauvais chef d'État. C'est comme Louis XV, c'est comme tous les rois ou les présidents qui ont été... Donc une première année ratée. Oui, et qu'est-ce qu'il y a eu de bien Je vous pose la question. Mais qu'est-ce qu'il y a eu bien ? Regardez, c'est le démantèlement des droits sociaux, c'est la vente du TGV à l'Allemagne, c'est la baisse des retraites, on supprime l'ISF, c'est une politique, c'est pas moi qui le dis, c'est son prédécesseur François Hollande, c'est une politique pour les très riches, même pour les ultra riches. Pendant ce temps-là, vous avez vu que la croissance en France et dans la zone euro est en train de repiquer du nez parce qu'il y avait eu un petit frémissement dans la croissance qui n'avait rien à voir avec Macron, c'était dû à la relance du commerce mondial, donc ça n'avait rien à voir avec Macron. Non, la catastrophe est là. Sans compter que les sujets les plus graves sont glissés sous la table. Le sujet le plus grave notamment, c'est l'affaire de l'euro, puisque l'euro, les divergences au sein de la zone euro continuent à s'aggraver. Il y a une bombe en puissance qui peut se chiffrer en centaines de milliards d'euros, qui risque de balayer toutes les banques centrales des pays de l'Union européenne.
à part l'Union populaire républicaine, à part le mouvement politique que j'ai créé, sur la scène politique française, absolument personne n'en parle. On a bien compris le message. Merci François. Et on y reviendra justement en fin d'émission sur l'euro avec Garance Messiel. Merci Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Alors François Asselineau, avant de laisser la parole à Yanis Darras, on a une question de Julien qui est militant UPR et conseiller de quartier à Reims. Je vous lis la question mot pour mot. Que pensez-vous des conseils de quartier qui sont pointés du doigt pour leur manque d'indépendance vis-à-vis de la politique décidée par le maire et la possible concurrence qu'il ferait aux associations de quartier? Alors franchement, c'est un sujet qui... je vais vous dire, là-dedans, c'est un petit peu comme la langue d'Ésope, ces histoires. C'est que ça peut être le meilleur et le pire. Ça dépend dans quel cadre c'est fait. Ça dépend avec quelle bonne volonté, quelles arrière-pensées il peut y avoir de la part de telle ou telle municipalité. Moi, dans l'absolu, je trouve que la concertation avec les personnes intéressées, c'est un point positif. Vous savez que dans le mouvement politique que j'ai créé, dans mon programme politique, comme dans le programme pour les élections législatives, il y a l'idée du référendum d'initiative populaire. Donc l'idée de demander au maximum aux gens leur avis, c'est une bonne idée. Maintenant que ça fasse l'objet de récupération politique selon les municipalités, ça c'est tout à fait possible. C'est une autre histoire. Je vais laisser la parole maintenant à Yanis Darras. Enfin, c'est à vous que je vais la laisser, François Asselineau. Vous allez répondre aux questions de Yanis Darras, puisque pour la première année au pouvoir du président, la France Insoumise, vous le savez, a organisé samedi dernier la fête à Macron. On en a déjà un petit peu parlé. Une manifestation qui voulait dénoncer la politique du président de la République. Si les débordements se sont faits rares, la journée du 1er mai aura, elle, été marquée par de violents affrontements. Bonsoir Yanis. Bonsoir Antoine, bonsoir François Asselineau. Alors juste avant de commencer, François Asselineau, je vous propose d'écouter Marlène Schiappa, actuelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui a réagi dimanche matin sur la manifestation, la fête à Macron chez nos confrères d'Europe 1. On regarde les slogans de cette entre guillemets fête à Macron, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a aucune proposition. Il y a des insultes, il y a des invectives, il y a des attaques ad hominem, il y a des moqueries, il y a même un pantin à l'effigie du président de la République pendu par des manifestants. On est quand même dans un degré de violence symbolique extrêmement fort, mais il n'y a pas de proposition. Des insultes, un pantin même. Est-ce que en tout cas la manifestation, la fête à Macron est une atteinte à la démocratie ? Non, je pense pas que ce soit une atteinte à la démocratie. Vous savez, la démocratie, on en a vu d'autres. Moi, ce que je reproche à ça serait plutôt la première partie de la critique de Madame Schiappa, avec laquelle je suis assez d'accord, c'est qu'il n'y a pas de proposition réelle. Voilà. Parce que le problème de la manifestation organisée par France Insoumise, la fête à Macron, c'est que moi, j'analyse ça comme un paratonnerre. Il s'agit de capter la colère des gens, la colère populaire, pour l'emmener vers rien. Vers rien. Nous, ce que nous disons, c'est que Macron n'a pas de politique. Macron, sa politique, c'est d'appliquer les directives venues de Bruxelles pour les grandes orientations des politiques économiques, venues de Francfort pour la gestion de l'euro, et venues de Washington pour ce qui concerne l'OTAN, c'est-à-dire la diplomatie et les affaires militaires. Donc Macron n'est qu'un exécuteur, c'est un lampiste. Alors, et moi, ce que je ne supporte pas, ce sont des manifestations qui incitent les Français à s'en prendre aux lampistes et non pas à s'en prendre aux vrais responsables. Alors, justement, c'est la France Insoumise qui a organisé cette manifestation. Est-ce que pour vous, c'est juste un coup de com' ou c'est vraiment le ras-le-bol finalement des Français et de l'opposition aussi? Il y a un grand ras-le-bol d'un certain nombre, pas tous, hein. J'ai vu qu'il y a 4%, d'après le sondage, 4% des Français qui sont très satisfaits du bilan de M. Macron. Bon, il y a 55% qui sont soit très insatisfaits, soit pas satisfaits. Soit dit en passant, Macron n'a été élu qu'avec 44% des électeurs inscrits au deuxième tour. Hein. Donc, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas contents. Et donc, ça, c'est normal qu'ils essaient de se manifester. Ce que je reproche à M. Mélenchon, c'est d'être en fait en symbiose. Vous savez, comme il y a dans l'océan Pacifique, vous avez des petits poissons qui sont en symbiose avec des gorgones, ils vivent tout le temps l'un dans l'autre comme ça. Eh bien, c'est ça, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La France Insoumise, c'est le système finalement. Ça fait partie du système. Macron a besoin d'un faux opposant comme Monsieur Mélenchon qui fait croire aux Français que le problème c'est Macron. De la même façon que Mélenchon a besoin de Monsieur Macron pour taper sur quelqu'un qui... Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils ne disent pas aux Français la véritable origine des problèmes. L'Union européenne, l'euro et l'OTAN. C'est ça, le truc. Et c'est la même raison, c'est de la même façon que Madame Le Pen, pareil, va s'attaquer essentiellement à Macron. Bon, on l'entend pas beaucoup en ce moment, compte tenu de ce qu'elle a fait au deuxième tour, où les Français ont compris que finalement, elle avait laissé la porte ouverte à Monsieur Macron, puisque l'objectif du Front National depuis les années 80, c'est justement de pourrir toute autre solution de rechange. Donc, tant qu'on sera dans ce système, avec le Front National d'un côté, la France Insoumise de l'autre, qui capte les mécontentements, en les séparant bien les uns des autres, et qui au deuxième tour
favorise l'élection du candidat choisi par le système, eh ben, on n'est pas prêt d'en changer. C'est pour ça que nous présentons la seule vraie alternative. Nous sommes l'anti-Macron. C'est-à-dire un mouvement qui rassemble au-dessus de la droite et de la gauche, mais qui, lui, a des vraies propositions que Mme Schiappa, d'ailleurs, ne disait pas. Des propositions, il y en a eu, par exemple, le 1er mai. Donc les fameux cortèges du 1er mai ont eu lieu. Donc les fameux, il y en a un qui n'a pas été tellement fameux, c'est le cortège de l'UPR, parce que nous avons fait la plus importante manifestation qu'il y a jamais eu en France depuis 61 ans pour sortir la France de la construction européenne. Alors à Paris, il y a eu des manifestations, beaucoup de manifestations, et il y a eu surtout des violences entre les CRS et les Black Box. Est-ce que en France, on n'est pas capable de séparer les violences entre les policiers et donc les Black Box et les manifestations du 1er mai? Je vais vous répondre. Je dis, les Black Box, d'après ce que j'ai lu, il y avait 1000 personnes, 1000 à 1200. Nous avons fait une manifestation sur un autre parcours qui nous avait été fixé par la préfecture de police de Paris, qui allait de la place de la République au Châtelet. Nous avons regardé minutieusement, on a fait un décompte avec un spécialiste, il y avait 3450 à 3500 personnes. On avait minimum 3 fois plus de personnes que les Black Box, 3 à 4 fois plus. Est-ce que vous avez entendu parler de notre manifestation? Rien. Il faut aller sur notre site internet pour voir que toute la rue Rambuteau, que toute la rue Turbigo, toute la rue Beaubourg était noire de monde. Après, au niveau national, il y a eu entre 143 000 et 210 000 manifestants. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous trouvez, puisque je suis à l'ESJ, est-ce que vous trouvez normal que l'agence France-Presse ait fait une dépêche la veille au soir, parce qu'il y avait place de la République, une réunion unitaire de la gauche, sans le PS ni France Insoumise, donc il y avait notamment le PCF, l'extrême gauche. L'agence France-Presse a fait une dépêche qui a été reprise par toute la presse française sur cette réunion qui a eu lieu quelques heures avant la nôtre, place de la République, c'est-à-dire au même endroit, il y avait 200 à 300 personnes. Nous, on a aligné 15 fois plus de monde, 3500, j'attends encore la dépêche de l'AFP. Est-ce que vous trouvez ça normal à l'ESJ, dans une école qui forme des journalistes? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pris en compte ici? Non, ici c'est votre avis qui compte. Est-ce que vous trouvez normal que notamment la charte de Munich de 1971 qui prescrit... Je suis désolé François Asselineau, nous allons devoir avancer. Merci. Mais attendez, moi c'est très important que je vous dise et que je dise au public que là il y a une charte de déontologie du journalisme, et ça tombe bien d'ailleurs, parce que vous allez c'est qui prévoit que les journalistes ne doivent en aucun cas cacher une information. Absolument. À ce moment-là, on cache des informations fondamentales, comme le fait aussi, par exemple, que l'UPR, son site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Tout ça est strictement caché dans les grands médias. Et on en reparlera justement en fin d'émission avec Garance Amespil. Merci François Asselineau, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. On va se retrouver, nous, dans quelques instants, toujours avec François Asselineau et Yanis Darras. On parlera notamment de la grève des cheminots. Tout ça, c'est dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Itzal de Thérapie Taxi. Fréquence ESJ. 20h34 sur Fréquence ESJ, toujours en direct dans 20h l'invité jusqu'à 21h avec notre invité, le leader de l'UPR, François Asselineau. Et un mois après le début de la grève des cheminots, les représentants des syndicats étaient invités à rencontrer Édouard Philippe hier. Si le dialogue réapparaît, pas question pour les deux camps de reculer. Rebonsoir Yanis. Rebonsoir Antoine. Alors, est-ce qu'on peut croire enfin en un vrai retour entre du dialogue entre le gouvernement et les syndicats? En quelques mots. Non, moi je pense pas. Je pense qu'on va avoir... Tout ça, c'est des scènes chantées, tout ça a été déjà écrit à l'avance. Le gouvernement applique les directives venues de Bruxelles, donc notamment, c'est là aussi l'article 106 des traités, c'est pas seulement les directives venues de la Commission, c'est-à-dire le démantèlement des services publics. Alors c'est pas le mot, hein. On parle des services d'intérêt général qui doivent être mis en concurrence, etc., mais c'est bien progressivement la privatisation rampante des services publics, et ça, ce sont des contraintes découlant des traités, et donc tous les gouvernements essayent de pousser le bouchon, et puis face à eux, ils ont quoi? Ils ont des syndicats. Alors les syndiqués qui se battent, eux, ils sont honnêtes, ils sont sincères. Mais à la tête des syndicats, c'est une autre paire de manches. Donc ça marchera pas, encore une fois, ça sera pas conclusif. Si, je pense que il va y avoir. Écoutez, j'en sais rien, je suis pas Madame Soleil. Ce que je sais en tout cas, c'est que le gouvernement va essayer d'avancer et que les syndiqués sont dirigés par des syndicats qui, pour la plupart d'entre eux, appartiennent à la Confédération européenne des syndicats et sont donc en partie financés par l'Union européenne. Enfin, quand on dit l'Union européenne, vous savez que ce sont les fonds versés par les nations. Donc ça veut dire que les dirigeants syndicaux, en fait, jouent double jeu, puisqu'ils sont rémunérés par les institutions qui, normalement, ils devraient critiquer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne verriez quasiment jamais
Les syndicats français, en tout cas CGT, CFDT, UNSA et Sud, les dirigeants critiquaient l'origine des problèmes, les traités Oui, européens. mais alors encore une fois, ils ont décidé eux aussi de maintenir leur position comme le gouvernement. Le gouvernement a quand même fait un effort envers les syndicats puisqu'il a annoncé reprendre, en tout cas en partie, la dette de la SNCF. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'était le rôle de l'État de reprendre la dette de la SNCF? Oui, faudrait voir déjà comment cette dette s'est constituée, vous savez, parce qu'on agite les peurs populaires avec des dettes. Il y a quand même 47 milliards d'euros de dette. Oui. Et combien on verse chaque année à l'Union européenne? Et puis d'où est originaire cette dette, n'est-ce pas? Comment elle s'est constituée? C'est comme la dette publique. On ne dit jamais aussi le coût qu'a représenté le sauvetage des banques dans les dettes publiques. Donc on fait toujours croire que ce serait des fainéants, à cause des fainéants qu'on aurait des dettes. Donc cette affaire de dette, moi je pense qu'il il y aura bien une sortie de crise. Donc ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va lâcher des miettes au dernier moment, mais progressivement, on va dans la direction qui est fixée depuis des années, et chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans, il y a un tour de vis qui va être de plus en plus vers la privatisation des services publics, dont les Français ne veulent pas. Et le gouvernement joue sur une certaine forme, j'allais dire, d'anesthésie des Français. Les Français en ce moment sont dégoûtés et beaucoup de gens pensent finalement qu'on ne peut plus rien faire. Le résultat, c'est quoi? Il y en a qui s'échappent. Mais on peut plus rien faire? On peut plus rien faire? Bien sûr qu'on peut toujours faire quelque chose. La principale chose à faire, c'est déjà de sortir de ces contraintes européennes. Point barre. Alors, si le gouvernement reprend cette dette, c'est pour, avec objectif justement de remettre en équilibre la SNCF en 2022. Est-ce que c'est possible de la remettre en équilibre? Est-ce que c'est possible de la refaire revenir dans le vert, en tout cas? En tout cas, il y a 2 choses que je voudrais dire. La première chose, c'est que la SNCF se portait très bien, voici 20 ou 30 ans. Pareil pour EDF. Plus on fait les réformes, et moins ça marche. Donc plus on est en train de démolir des outils fondamentaux du service public à la française. EDF, GDF, la SNCF, la RATP, la Poste, c'était Air France, tout ça c'était des grands services publics à la française qui marchaient bien. Maintenant, ça marche de moins en moins bien. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, je voudrais quand même qu'on arrête de penser que systématiquement, privatisation égale meilleure gestion et privatisation égale baisse des coûts. Regardez ce qui s'est passé avec la privatisation des transports au Royaume-Uni. L'équivalent de la carte Navigo qu'on a en Ile-de-France qui coûte à peu près 75 €, ça vaut 400 €. Ça veut dire qu'au bout du compte, ce sont les gens les plus modestes qui vont payer toute cette affaire. Moi, je trouve qu'il n'est pas anormal, par principe, qu'un service public fasse éventuellement du déficit. Parce que un service public, c'est un service public. Ça n'est justement pas une société privée chargée de produire de l'argent pour les actionnaires. Merci François Asselineau et merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Alors François Asselineau, on l'a déjà dit, vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, vous avez obtenu 0,9% des voix. Garance Amispil, vous avez quelques questions à poser à François Asselineau concernant l'avenir de l'UPR. Bonsoir Garance. Bonsoir Antoine, bonsoir François Asselineau. Alors les propositions phares de votre programme en 2017 concernaient notamment la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN et de l'euro. Vous n'avez pas l'impression que toutes ces mesures ont été un peu récupérées par les extrêmes, que ce soit la France Insoumise, le Front National qui maintenant s'en est écarté et les Patriotes? Non. Non, parce que la France Insoumise ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je crois qu'il propose vaguement de sortir de l'OTAN, mais comme on reste dans l'Union européenne, et excusez-moi de la précision, mais l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN, c'est inconciliable, c'est incohérent. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Monsieur Dupont-Aignan ne le propose pas. Quant aux patriotes de Monsieur Philippot a été pendant 10 ans vice-président du Front National. Il a tout avalisé, les pires horreurs de ce qu'avait pu dire Monsieur Le Pen ou de Madame Le Pen pendant 10 ans. Il a attendu le 2e tour de la présidentielle, et comme il a vu c'est de la récupération pour lui? Bah oui, d'un seul coup il crée un mouvement politique et puis il fait un copier-coller. Vous savez, ça marche pas son truc. Enfin, personne n'a quitté l'UPR pour aller chez lui. C'est un plagiaire, tout le monde le sait. Tous les journalistes politiques le disent. Madame Bologny, Madame Léa Salamé, tout le monde le sait. Bon, ça va pas aller très loin, hein. Voilà. Vous savez, les Français n'aiment pas les plagiaires. Ça, c'est une chose avérée dans l'histoire. C'est un plagiaire, Florent Philippot? C'est quoi d'autre? Pour vous, c'est juste ça? C'est quoi il d'autre? n'a pas d'idée, il prend les idées des autres? Pas des autres. Il a fait un copier-coller, voilà. Avec qui il est promu médiatiquement parce que ça permet effectivement de faire croire aux Français
que ça serait vouloir sortir de l'Union européenne serait un truc d'extrême droite. Voilà. Parce que dans l'esprit des gens, Monsieur Philippot a beau dire que c'est pas vrai du tout, dans l'esprit des gens, aller parler aux gens de la population, Philippot, Front National, vice-président 10 ans, c'est un mec d'extrême droite. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que raisonnent les Français. À tort ou à raison, c'est comme ça. Vous savez, l'image en politique, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si Monsieur Philippot avait été honnête, d'abord il aurait démissionné de son poste de député européen qu'il a acquis avec une étiquette qui est celle du Front National sur laquelle il crache désormais. Donc on ne veut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous avez été élu là, député européen avec une étiquette qui vous révulse maintenant, il faut démissionner du poste. Il quitte le bateau quand il coule? Oui, et puis il le garde. Il garde le poste. Bon. Et puis ensuite, il fait, au lieu, à la limite, s'il avait eu un sou d'honnêteté intellectuelle, il serait venu à l'UPR. Non, il crée un mouvement politique, puis après il vient dire, faudrait pas faire des divisions, venez derrière nous. Non, attendez. Vous pensez que Florent Philippot, il avait envie d'être la tête d'un mouvement? Écoutez. C'est pour ça qu'il n'a pas rejoint l'UPR, peut-être? Monsieur fait, au cours des 7 élections qui ont eu lieu depuis le 1er janvier, l'UPR a été présente à 7 élections. Notamment, nous avons été le seul parti politique métropolitain à être présent aux élections territoriale de Polynésie où nous avons présenté 73 candidats. Il fallait le faire parce qu'on avait des candidats de l'UPR aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier, aux îles Australes. Hein. Sur ces 7 élections, les autres c'était 6 élections législatives partielles. Le mouvement de M. Philippot n'a été présent que dans 2 parce qu'il n'a pas, faute de combattants, il n'a pas de troupes. Voilà. Et vous aurez des combattants aux prochaines élections européennes, par exemple? Nous sommes présents à toutes les élections. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Nous avons d'ailleurs été, au moment des élections législatives, le mouvement politique qui présentait le plus de candidats. 574 sur 577. On avait d'ailleurs fait des communiqués à l'AFP qui, naturellement, ne les avaient pas relayés. Mais c'est quand même intéressant de savoir que le mouvement politique qui a présenté le plus de candidats aux élections législatives l'année dernière est le mouvement politique dont on ne parle jamais dans les grands médias. Alors oui, la réponse... Vous serez candidat peut-être? Pour les élections européennes, nous serons bien sûr présents, surtout qu'en plus de ça, c'est une liste nationale. Et vous, en personne, vous savez encore si vous avez envie de vous présenter? Oui, très probablement, j'y serai, mais on est en cours de réflexion pour voir comment s'y prendre de la meilleure façon, voilà. Et au municipal, sinon? On sera présent aux élections municipales, peut-être pas dans les 36 000 communes de France, d'autant plus qu'il y a beaucoup de petites communes où il n'y a pas d'étiquette en fait, où ce sont des enjeux locaux, mais on essaiera d'aller effectivement dans les élections, aux élections municipales. Vous savez, on est un parti politique. Hein. Vous envisagez, comme d'autres partis politiques, des alliances? On a toujours dit sur les alliances, nous sommes extrêmement clairs. D'abord, l'UPR, c'est en soi-même une alliance. Hein, c'est en soi-même un mouvement qui s'inspire du Conseil national de la résistance. Il y a chez nous, vous devriez venir un jour, par exemple, dans une réunion publique et puis interroger les gens qui sont dans le public. Il y a vraiment des Français venus de tous les horizons politiques, de tous les horizons confessionnels. On a des gens qui ont toutes les religions, y compris des gens qui n'en ont pas, de tous les horizons ethniques. On a vraiment tout le monde et toutes les opinions politiques. Donc déjà, c'est une alliance parce que nous avons mis de côté tout ce qui divisait les Français pour se focaliser sur le plus grand dénominateur commun des Français, qui est la liberté et l'indépendance de la France. Donc ceux qui sont d'accord avec ça, ils sont les bienvenus. Le problème, si vous voulez, c'est que nous, on n'est pas dans des combinaisons d'appareils. Vous savez, la vérité de la France, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus voter. Le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Les gens ne veulent plus des combinations politiques. Vous voulez sortir justement de système de partis politisés? Non, nous, ce que l'on veut, c'est avoir des partis politiques fiables, que les gens ils aient confiance. C'est-à-dire que depuis que j'ai créé l'UPR, ce mouvement politique que j'ai créé, il y a une charte fondatrice qui précise que notre objectif cardinal, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Eh bien, c'est maintenant tout le monde l'a bien intégré. Et depuis 11 ans, tous les gens qui m'ont rejoint peuvent témoigner que nous n'avons jamais varié d'un iota. Eh bien ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord. Mais les gens qui sont d'accord, ils sont d'accord. Donc ils vont là. Parce que les autres partis politiques, ils ne savent même pas, on ne sait pas quel est leur programme. Madame Schiappa n'avait pas tort tout à l'heure. On ne sait pas quel est le programme des Républicains, par exemple, sur l'Europe. Quel est le programme de France Insoumise sur l'Europe? On ne sait pas. Ça reste flou et ils ont tous la technique des lieutenants. Vous savez, il y en a un qui dit rouge, l'autre qui dit bleu, le troisième qui dit vert, le quatrième qui dit jaune. Vous voulez garder votre indépendance finalement? C'est pas garder notre indépendance. En quelques mots, on veut garder... lorsque les Français votent pour l'IPR, c'est un contrat moral. Ils auront la politique pour laquelle ils ont voté et qui est une politique claire et nette. Il n'y a pas d'ambiguïté. On l'a bien compris. Merci François. Le message est clair. Merci François Asselineau. Merci Garance Amespil. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, François Asselineau, vous répondrez de nouveau aux questions de Garance Amespil. Et cette fois-ci, on parlera du Frexit, alors que le Brexit, lui, arrive à grands pas. Mais tout de suite, on écoute Devil Enemy de Purple Disco Machine. Fréquence ESJ. 20h.
20h48 sur Fréquence ESJ, toujours en direct dans 20h l'invité jusqu'à 21h avec notre invité François Asselineau, leader de l'UPR, et on va parler du Frexit puisque le Frexit c'était l'une de vos promesses de campagne, François Asselineau, et dans un peu moins d'un an maintenant c'est le Brexit qui aura lieu. Garance Amespil, vous avez quelques questions à ce sujet. C'est pas un peu surréaliste d'envisager une sortie de l'Union européenne maintenant, en 2018, au vu de la dette qu'on a, le prix que ça va coûter? Est-ce que ce serait un trop gros sacrifice si je propose ça, c'est que c'est justement le contraire d'un sacrifice. Voilà. D'abord, premièrement, on n'a pas le temps en quelques minutes de régler des affaires compliquées. Mais la première chose que les auditeurs doivent savoir, c'est que c'est possible. Ça a été autorisé par les traités. Article 50. Deuxièmement, non seulement c'est possible, mais c'est en cours d'être fait, puisque c'est ce que font les Britanniques. Actuellement. Donc, si les Britanniques, c'est pas un peuple de dingue. C'est pas des gens extrémistes. C'est un pays qui est en train de sortir de l'Union européenne. Troisièmement, on ferait mieux, je l'ai esquissé tout à l'heure, si vous avez peur de quelque chose, c'est plutôt de rester dans l'Union européenne que d'en sortir. Parce que si nous restons dans l'euro, faudrait qu'on fasse une émission spéciale, et d'ailleurs on pourrait venir avec Vincent Brousseau, notre responsable, qui a travaillé pendant 6 ans au service de la politique monétaire de la BCE. Nous allons avoir un drame réel sur l'euro qui risque d'exploser, puisque les déséquilibres à l'intérieur de la zone euro ne cessent de s'aggraver. Donc, par ailleurs, les orientations de la Commission européenne et des traités, c'est une politique ultralibérale, mènent continuellement les peuples d'Europe vers une paupérisation, un appauvrissement tendanciel de la classe moyenne, un appauvrissement rapide des plus pauvres et une toute petite tranche de la population, quelques milliers de personnes qui gagnent des fortunes. C'est à l'image pour vous de la politique d'Emmanuel Macron ? Oui, encore une fois, c'est pas la politique d'Emmanuel Macron. On le constate dans toute l'Union européenne. Or, il se trouve que les peuples d'Europe ne sont pas identiques face aux inégalités. Il y a des peuples, les anglo-saxons par exemple, ou les américains, admettent assez volontiers les inégalités parce que c'est leur mentalité, c'est struggle for life, c'est voilà la destinée manifeste des uns contre les autres. Et bon, en France, nous sommes un vieux peuple avec une tradition égalitariste. Consultez les ouvrages d'Emmanuel Todd, les inégalités sociales en France sont mal perçues, très mal vécues, et plus elles s'aggravent et plus la situation est en train de se tendre dans notre pays. Donc vous pensez il serait temps maintenant de faire un référendum pour proposer aux Français cette... Écoutez, vous avez vu quelque chose d'assez extraordinaire. Emmanuel Macron s'est rendu le 17 février au Royaume-Uni. Il a signé le traité de Sandhurst avec Madame May pour améliorer la situation qu'il y a à Sangatte. D'ailleurs, les Britanniques ont décidé de faire un chèque de 50 millions de livres sterling, je crois, à la France. Donc, dans la foulée, il a été interviewé par la BBC. Il y a un journaliste de la BBC qui a dit à Emmanuel Macron, mais s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait ? Et le président de la République a répondu, je pense que probablement les Français voteraient en faveur de ce... Alors après, il a fait du rétro-pédalage, il s'est rendu compte que peut-être il n'aurait pas dû dire ça, mais c'est quand même incroyable si vous y pensez. Le chef de l'État estime que s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, il y aurait peut-être une majorité des Français qui voteraient pour. Qu'est-ce que devrait faire un démocrate conséquent ? Il devrait poser la question. Loin de faire ça, au contraire, il fait l'inverse, c'est-à-dire il prend une politique de fuite en avant pour contraint et forcer qu'on aille vers toujours plus d'Europe, ce que les Français ne veulent pas. Alors, une pétition intitulée « Pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro » a été lancée en septembre dernier, il y a donc plus de 7 mois maintenant. Elle n'a récolté pourtant que 3900 signatures. Vous n'avez pas peur qu'un référendum finalement donne tort au Frexit ? Alors malheureusement, en quelques mots. Simplement, écoutez, faisons le référendum. Voilà, le mot est donné. Merci François Asselineau, merci Garance Amespil. Fréquence ESJ. Et avant de terminer cette émission avec vous, François Asselineau, c'est l'heure de l'agenda politique de la semaine, réalisé par Hugo Franceschi. Bonsoir Hugo. Bonsoir Antoine, bonsoir François Asselineau. Alors demain se tiendra à Tokyo, au Japon, un sommet tripartite avec la Corée du Sud et la Chine. La date du 9 mai a été calée pour coïncider avec la visite d'État au Japon du Premier ministre chinois Li Keqiang. La Corée du Sud n'enverra ni plus ni moins que son président, Moon Jae-in, qui a récemment rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La Chine étant le dernier allié sur la scène internationale de la Corée du Nord. Le conflit entre les deux Corées devrait figurer au centre des discussions. Moon Jae-in souhaite que la Chine poursuive les efforts diplomatiques auprès de Kim Jong-un pour avancer vers un rapprochement entre les deux Corées. Le président chinois Xi Jinping a reçu Kim Jong-un aujourd'hui à Pékin. Dans leur entretien, il était question de dénucléariser la péninsule coréenne. Et de l'autre côté de l'océan Pacifique, aux États-Unis, la nouvelle directrice de la CIA, Gina Haspel, se présentera demain face au Sénat. L'institution américaine devra confirmer sa nomination à ce nouveau poste. Une nomination qui s'est faite de manière assez rocambolesque, il faut le dire. Le secrétaire
secrétaire d'État Rex Tillerson a été viré de son poste par Donald Trump. Il a été remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui fut lui-même remplacé par Gina Haspel. Cette dernière a travaillé auprès des services de renseignement américains pendant plus de 33 ans. Depuis 2000, elle était à la tête du Black Site, une prison secrète américaine en Thaïlande, où la torture sur les terroristes est monnaie courante. Si le Congrès américain a confirmé la nomination de Gina Haspel, le Sénat a quant à lui ouvert une enquête sur le sujet. Sa confirmation à ce poste n'est donc toujours pas acquise. Alors Donald Trump a sous-entendu qu'il avait choisi Gina Haspel pour ses méthodes, et durant la campagne présidentielle, il avait déclaré que tous les terroristes devaient pouvoir être torturés légalement. François Asselineau, est-ce qu'on doit avoir peur de voir un bourreau à la tête de la première agence de renseignement au monde? Bah vous voyez la CIA partout, vous êtes conspirationniste, vous. Je suis conspirationniste, bah vous oui, dites. vous êtes complotiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a quand même une femme qui a autorisé la torture. Alors, d'abord, il paraît que ça fait partie des rumeurs qui circulent. Moi, je n'en sais rien. Ce que je trouve plutôt pas mal, là, pour le coup, dans la démocratie américaine, qui fonctionne encore qu'à un cas sous certains aspects, je trouve plutôt pas mal que le Sénat ait ouvert une enquête sur le sujet. Mais ce qui est quand même notable dans tout ça, c'est que finalement, la parole est plus libre aux États-Unis pour dénoncer les tortures de la CIA qu'en France. Parce que moi, l'année dernière, rappelez-vous, j'étais à peine arrivé sur les plateaux qu'on me traitait de complotiste et de conspirationniste. C'est-à-dire qu'on était sommé de penser que les activités de la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl, s'arrêtait à la frontière française. Non, je suis désolé. Il y a d'ailleurs la communauté du service de renseignement aux États-Unis. C'est pas seulement la CIA, c'est 16 ou 17 agences. Elles ont une activité qui est très importante, qui, de façon générale... Et vous êtes favorable ou pas à la torture? Moi? Bah non. À la torture? Non. Contrairement à Donald Trump, qui lui l'affiche très clairement en public. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas favorable à la torture, personnellement. Je ne suis pas favorable à la peine de mort, personnellement. Je ne suis Vous pas êtes favorable pour le respect des droits humains envers même les terroristes? Oui, bah on est des peuples civilisés. Moi, je n'ai jamais... Y compris pour les terroristes français qui sont partis se battre aux côtés de Daesh et qui doivent être rapatriés en France. Vous pensez qu'ils doivent être jugés en France? Eh ben oui, il faut les juger et les condamner avec sévérité. Ça, je pense, quitte d'ailleurs à ce que l'on ait des peines qui soient incompressibles et des peines très sévères, mais on est un pays civilisé. Et moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, les rodomontades de Donald Trump, malheureusement, ce qui vient des États-Unis, fait que de la France, qu'on est en train de virer dans un pays de moins en moins civilisé. Par exemple, moi, je suis extrêmement inquiet quant à la loi sur les fake news, comme on dit, sur les infox, paraît-il, il faut dire en français, parce que ça veut dire qu'on va avoir un ministère de la vérité. Ben, si on parle à la recherche des fake news, je pense que monsieur Macron, il en a un bon paquet à son actif. On va les dénoncer. Donc, qu'il y ait un ministère, qu'on s'achemine vers une législation pour définir ce que c'est qu'une vraie et une fausse nouvelle, ça commence à être extrêmement inquiétant. On a déjà un appareil judiciaire qui permet de lutter contre la diffamation, la calomnie et les insultes. Avoir par ailleurs une loi qui définirait ce que c'est que la vérité, ça devient extrêmement inquiétant. Et on va s'arrêter sur ça. Merci François Asselineau, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, François Asselineau, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Prochain rendez-vous de Fréquence ESJ et Air Show dès demain, puisque Dimitri Hainaut recevra Alex Vizorek, l'humoriste belge que vous pouvez entendre tous les jours, par exemple sur France Inter. Et le prochain rendez-vous de 20h, l'invité, c'est la semaine prochaine, comme tous les mardis, 20h à 21h, avec le député Front National du Gard, Gilbert Collard. Très bonne semaine à tous. Fréquence ESJ.